Et bonjour à vous chers auditeurs, vous écoutez toujours France News, merci de nous être aussi fidèles, il est midi. Et au titre de cette journée, une nouvelle tragique mais à laquelle nous nous attendions, pour reprendre les mots du président du Conseil agroalimentaire qui vient de voter ce matin par décret l'instauration d'un rationnement strict des produits de première nécessité, alors que le monde subit depuis maintenant 2 ans une pénurie de nourriture sans précédent. Blé, maïs ou encore soja. Autant de produits dont la production est aujourd'hui à l'arrêt, ou presque. Certains semblent ici penser que ce n'est qu'une question de temps, et que le manque d'eau et les aléas climatiques récurrents auront raison du peu de ressources restantes. Et c'est ce que semble prétendre la façade sans vie de cette grande surface, fermée et déjà vandalisée pendant la nuit. Ça va Laura? J'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé qu'on n'avait plus rien à manger, les magasins ils étaient fermés, plus d'approvisionnement. Stop. Enfin en fait un corps de fou, genre tranquille. Bref, faut que j'aille, j'ai trouvé ça là de speed, tiens, c'est à toi je crois, je sais pas trop. Voilà, j'y vais. Allez, ouais, merci. Ciao. Bonjour! Tu as vu ce que serait le territoire si nous n'avions plus de nourriture? Sais-tu que nous avons failli frôler cette situation lors de la pandémie? Sais-tu pourquoi? Parce que notre alimentation est mondialisée, c'est-à-dire que des millions de tonnes de nourriture transitent chaque année à travers le monde pour notre consommation. Par exemple, une étude allemande a montré qu'un yaourt peut parcourir jusqu'à 9000 km avant de finir dans ton assiette. De même, un légume sur 2 que tu consommes et un poulet sur 2 est importé. Et près de 2/3 de la viande bovine distribuée notamment dans les restaurants scolaires est également importée. Dans cette logistique complexe régie à l'échelle mondiale, si un maillon manque, notamment les transports, c'est tout le système alimentaire qui est menacé et qui met en péril la sécurité alimentaire. Pourtant, en France, nous avons la chance d'être une grande puissance agricole, première productrice européenne. Cela représente plus de la moitié du territoire français. Et 58% du territoire du Sicoval est dédié à l'agriculture, ce qui représente par la même occasion un garde-manger pour sa population. La France produit assez pour les besoins de tous. Cependant, son système alimentaire reste fragile, vulnérable et doit faire face à des enjeux croissants. Il s'agit de nourrir une population croissante, alors que les surfaces dédiées à l'agriculture sont rognées, notamment par l'artificialisation des terres, que le nombre d'actifs agricoles diminue et que les aléas climatiques augmentent, menaçant les productions. Dans un contexte de réchauffement climatique, il s'agit de limiter les pressions environnementales, en gardant en tête que l'agriculture est le deuxième poste le plus émetteur de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Il y a un enjeu de préservation des ressources naturelles, notamment l'eau, les sols qui s'appauvrissent et la biodiversité qui s'est effondrée au cours des dernières décennies. Et enfin, il s'agit de permettre à tous de bénéficier d'une alimentation quand on se permet encore de jeter 1/3 de la nourriture produite, alors qu'un peu moins d'1 milliard de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. L'agriculture et l'alimentation, c'est un défi majeur du XXIe siècle, et le sujet est plus que d'actualité. Les collectivités s'emparent de cette problématique. C'est notamment le cas du Sicoval, qui, à travers un projet alimentaire territorial, œuvre du champ à l'assiette pour une agriculture et une alimentation durable et accessible à tous. Ce projet intègre l'ensemble des acteurs du système alimentaire, notamment les producteurs. Ils sont à la base de ce système. Sans eux, pas de nourriture. Sais-tu seulement qui sont ces personnes qui contribuent à te nourrir et comment ils font pour produire cette ressource précieuse que tu consommes tous les jours? Eh bien, pour le savoir, partons à leur rencontre et plongeons-nous dans leur quotidien. Le territoire du Sicoval présente une agriculture diversifiée, mais 83% de ces surfaces sont dédiées aux grandes cultures, c'est-à-dire les cultures de céréales. Le modèle actuel est hérité de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait nourrir une population croissante encore soumise aux pénuries alimentaires. Le modèle de polyculture-élevage a donc progressivement laissé place à des exploitations spécialisées en production animale ou en production végétale et productivistes. Il fallait produire en masse. Ce bouleversement du modèle agricole, basé sur une utilisation massive d'intrants, a été permis notamment avec les progrès chimiques, génétiques
et technologiques, notamment avec l'arrivée des tracteurs. En moins de 30 ans, un agriculteur a été capable de nourrir 4 fois plus de personnes. Aujourd'hui, les préoccupations ne sont plus les mêmes. Il s'agit de limiter l'utilisation de la chimie tout en permettant à l'exploitant d'assurer ses productions et ses revenus. C'est le cas de Xavier Duboul qui nous parle de son GI2E, groupement d'intérêt économique et environnemental, avec projet de transformation des céréales. On l'écoute. Donc, bonjour, aujourd'hui vous êtes sur une exploitation agricole située dans le Sicoval, constituée de 5 associés, qui a pour objectif de transformer son blé dur en pâte, et plus particulièrement en pâte labellisée HVE3. Alors HVE3, c'est le seul label qui existe aujourd'hui et qui est reconnu par la France, entre autres, et l'Europe, pour garantir une qualité alimentaire de la céréale, et surtout qui sont économiquement viables pour l'agriculteur et qui sont raisonnés pour tout ce qui est environnemental. Le label HVE3, ça ne se fait pas comme ça. Il faut être encadré par un organisme certificateur, comme quand on passe bio par exemple. C'est un intervenant extérieur reconnu par l'État qui vient contrôler nos pratiques. Si on respecte bien des distances de sécurité par rapport à des points d'eau, par rapport à des choses qui pourraient être nuisibles pour la nature, il faut avoir des taux de verdissement, il faut avoir des haies. On a un cahier des charges qui est très très détaillé et c'est pas forcément évident et tout le monde ne peut pas passer HVE comme ça. C'est souvent une longue transition sur plusieurs années. Moi dans mon cas ça a été 2 ans parce que j'avais déjà fait beaucoup d'efforts avant. Pour d'autres agriculteurs c'est plus compliqué, ils viennent de plus loin avec des situations économiques très différentes. Ils sont isolés ou ils n'ont pas la même vision de ce qu'aujourd'hui on attend de producteurs, quoi, et aujourd'hui même producteurs transformateurs. Donc c'est pas un label qui est forcément évident à avoir, il y a un vrai travail à faire et un bon accompagnement, c'est surtout ça, c'est le plus important, c'est des efforts, oui. Tout ce qu'on fait dans les champs, à chaque fois, il ne faut pas croire, mais on le réfléchit, on le calcule. C'est combien ça va me coûter d'y aller, combien ça coûte le gars qui est dessus, s'il y a des salariés, combien ça va coûter en carburant, le taux d'usure du matériel, le coût des intrants, tout ça est calculé à l'hectare et c'est ça qui fait le choix de l'action dans un champ aujourd'hui. Il y a le bon sens paysan, oui bien sûr, mais il y a surtout la réalité économique et le coût de chaque chose que l'on va faire parce que tout a un coût et toutes les matières sont en train d'augmenter, donc on est obligé de réfléchir en permanence à la stratégie de l'exploitation, la stratégie de l'entreprise. C'est une vraie vision économique de la chose. Aujourd'hui, on a une concurrence qui est très très forte sur le grain. Et le fait de pouvoir transformer notre produit, c'est un réel atout pour l'exploitation. On a vraiment besoin de venir chercher de la plus-value sur nos exploitations et du sens sur notre produit, qui aujourd'hui est un produit qu'on peut faire dans toute l'Europe. C'est vrai que c'est un peu fou de se dire je produis de la matière première et derrière ne pas arriver jusqu'à vous proposer un produit fini, comme produire du tournesol sans huile. Aujourd'hui, ça part dans d'autres pays, puis ça revient. Très peu de trituration en France. Le blé, il n'y a que très très peu d'usines qui le transforment en France aussi. Donc voilà, c'était important pour nous et ça avait du sens de relocaliser cette production et ces produits. On est dans des phases tests de pâtes aujourd'hui, donc on va commencer à aller toucher les circuits de distribution. En plus, on sent bien qu'il y a une vraie demande de produits locaux. Dans un premier temps, on va être donc sur de la revente à la ferme, bien sûr. On va être aussi dans les circuits de distribution grande et moyenne surface. Donc on s'assure d'un débouché de volume assez important. Et ensuite, on va avoir pour tout ce qui est restaurateur, collectivité locale. On cherche vraiment à écouler du volume. Derrière moi, si vous l'imaginez en termes de pâtes, ça en fait quand même un sacré paquet. Après, il va falloir se démarquer. Il va falloir jouer le jeu aussi de la transparence, d'être au plus proche du consommateur sur le terrain aussi, qu'il puisse venir nous voir, mettre en avant l'avantage de notre produit, pourquoi ce HVE, qu'est-ce que c'est le HVE. Ça a été très très compliqué, on ne pensait pas, puisque en fait dans le Lauragais on est le grenier à grains, historiquement, on fait du blé dur pour Panzani depuis des années. Donc vraiment pour nous, prendre du grain et le transformer en pâte, c'était quelque chose qui nous paraissait facile et logique. Et en fait, on se heurte à beaucoup de difficultés techniques. Déjà, par rapport à la qualité de la graine, on est obligé de le trier.
Une fois que ce grain il est trié, calibré et qu'il répond à des normes très exigeantes, notamment par rapport à des microtoxines ou tout un cahier des charges très pointu, on arrive enfin à le transformer donc en farine. Donc il a fallu trouver dans un premier temps un prestataire pour le faire. La partie transformation de pâte, ça a été très compliqué pour arriver à stabiliser le produit. Au début, il y avait des pâtes qui étaient bicolores, après on a eu des pâtes qui étaient cassantes. Voilà, il y a du boulot. Surtout, voilà, c'est encore un autre métier, c'est la partie commerce qui va venir dans la suite. C'est pas celle qu'on maîtrise le plus, hein. On est à la base, on est des agriculteurs, on est là pour produire la matière première. Donc déjà, de la transformer, c'est encore un autre métier, et de la vendre, c'en est encore un autre. Avant de partir dans cette aventure, aucun de nous n'était HVE. Nous, notre force, ça a été de se rassembler de suite, de s'associer, afin de lisser ses charges et de faire face aux investissements qu'il y avait à faire, de répondre au cahier des charges. C'est une belle aventure, c'est assez intéressant, on découvre le volet administratif de la chose. Merci Xavier pour ce partage. Certains exploitants ont fait le choix de ne plus utiliser de produits phytosanitaires du tout. D'autres ont fait le choix d'utiliser des méthodes de travail respectueuses du sol. Bref, il existe autant de pratiques agricoles que d'agriculteurs, et comme l'a dit Xavier, les transitions agricoles sont parfois complexes à mettre en œuvre et peuvent présenter un risque financier pour l'exploitant. Ces transitions impliquent d'autres acteurs, notamment la recherche, qui travaillent en amont de la production. C'est le cas de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui œuvre pour l'innovation des pratiques agricoles pour répondre aux enjeux de demain. Par exemple, les cultures en relais semblent répondre à ces enjeux. Clémentine, en stage là-bas, nous en parle. Alors l'INRAE, c'est une structure publique qui œuvre pour le développement cohérent et durable de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement au travers de recherches et d'expérimentations dans différents domaines, que ce soit la production animale, végétale, l'agroécologie ou la compréhension des changements climatiques par exemple. Donc en ce moment, je travaille dans le projet IFAR. C'est un projet qui vise à développer des systèmes de culture qui sont plus résilients au changement climatique, à savoir les cultures en relais, avec ici du soja qui est en relais dans du blé. Donc là, le blé, il a été moissonné, mais il faut s'imaginer qu'il y a quelques semaines, les deux cultures étaient en cohabitation, en association, comme on dit. Un des grands intérêts de la culture en relais, ça va être, là en l'occurrence, de profiter des services écosystémiques d'une légumineuse sur une céréale. Le soja, grâce à des symbioses avec des bactéries du sol, facilite l'assimilation de l'azote par le blé. Et du coup, ça nous permet de devoir amener moins d'engrais au sol et en gardant un rendement équitable. Également, une meilleure exploitation de la ressource en eau, une meilleure gestion des adventices, parce que comme vous pouvez voir, il y a une meilleure utilisation du sol et du coup, il y aura moins de place pour que les mauvaises herbes se développent. Donc, ça permet de ne pas utiliser d'herbicides, par exemple. Ça permet d'avoir une meilleure biodiversité à l'échelle de la parcelle. Et aussi de faire un peu comme une barrière mécanique qui va permettre de limiter la transmission de pathologies entre les différents rangs de cultures, par exemple. Un des avantages de ce système au point de vue économique, c'est que c'est un système qui est un petit peu plus résilient dans le sens où si on perd une des deux cultures, il va quand même rester une production. Les deux rendements se compensent économiquement et il y a beaucoup d'études qui montrent que en fait, économiquement, ça peut même être un système qui est plus performant que des cultures en pur. Donc les missions des gens qui travaillent sur ces essais, ça va être de suivre l'évolution des mauvaises herbes, par exemple, des insectes ravageurs ou des pathologies, mais également le stress hydrique, la nutrition de la plante et les différents stades de développement des plantes. Et le but, notamment sur cette parcelle, c'est de comparer le comportement de différentes variétés de soja, en l'occurrence, dans ce système de culture en association. Le soja, l'intérêt de développer le soja dans le sud-ouest de la France, c'est que c'est intéressant à la fois pour la diversification des cultures, ce qui est assez intéressant, qui est un enjeu important de l'agroécologie et de la transition de l'agriculture. Et également, ça permet de développer la filière de protéines végétales pour être plus autonome en alimentation animale, mais aussi pour remplacer les protéines animales par des protéines végétales dans l'alimentation humaine. Comme l'a dit Clémentine, il y a un véritable enjeu de diversification des protéines, et pour l'alimentation animale, et pour l'alimentation humaine. Pourquoi ? Parce que nous mangeons en moyenne 2 fois trop de protéines animales. Cette surconsommation a des conséquences néfastes pour la santé. Diabète, maladies cardiovasculaires, obésité sont les premières causes de mortalité dans le monde. Par ailleurs, l'intensification de l'élevage, qui a aussi suivi la logique productiviste d'après-guerre,
et qui permet aujourd'hui de répondre à cette surconsommation, présente de nombreuses problématiques, notamment environnementales. En effet, il faut nourrir les 13 millions de porcs présents sur le territoire, les 18 millions de vaches et les 46 millions de poules. Or, près de 80% de ces animaux sont maintenus en bâtiment et n'ont pas accès à de l'herbe par exemple. Il faut donc leur apporter des apports nutritifs. Or, la France ne peut pas subvenir entièrement à leurs besoins et est donc obligée d'importer ces aliments, dont 60% proviennent du Brésil et sont à l'origine de la déforestation et d'une perte conséquente de biodiversité. D'où l'intérêt d'avoir des élevages à plus petite échelle qui soient en complémentarité avec les cultures végétales. C'est le cas de Corinne et Vivien Lagarde. Situés à Rebig, ils font partie, avec leurs 60 vaches, des rares exploitants laitiers encore présents sur le territoire. Ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes et nous racontent leur quotidien. Donc le matin, levé 5 h, on arrive à l'étable vers 5 h 30. On regarde l'ordi, voir comment s'est passée la nuit, un petit coup de jet à la machine, on va allumer les lumières, on réveille tout le monde et on pousse les vaches à côté de la stabule. La journée commence, on nettoie la mangeoire, raclage, paillage et nourriture. Et vous leur donnez quoi à manger aux vaches? De foin de luzerne et après là en ce moment c'est de l'ensilage de métail, c'est-à-dire du mélange de céréales, pois, vesses, avoine et triticale. Tout ce qui est paille, foin et tout ça, c'est produit sur l'exploitation. Le seul truc qui est acheté, c'est l'aliment qui corrige la ration. C'est un mélange de céréales, pois, tourteaux de colza, tourteaux de soja. Alors, sur une jeune, on insémine entre 13 et 15 mois. Et après, elle transporte 9 mois. Donc ça fait du vélage autour de 2 ans. Et après, une fois qu'elle a vélé, 50-60 jours après, on refait une insémination et le cycle après a démarré la vache. Et une lactation de vache, c'est 305 jours. La théorie voudrait qu'il faudrait faire un veau par an. Donc une fois que la vache a vélé, on lui laisse nettoyer le veau. Le veau, on le retire de la mer, on le met en nurserie. Et là, après, on commence à traire la vache. Et on écarte le lait pendant 7 jours. Pendant 7 jours, le veau va avoir le lait de sa mère. Et après, au bout de 7 jours, si le lait est bon aux normes sanitaires, on le met au tank. Donc le veau, on garde toutes les femelles. Les mâles sont vendus à 15 jours pour faire du veau batterie. Et après, les femelles, elles sont gardées sur le site. Elles boivent du lait jusqu'à 3 mois. À 3 mois, elles sont sevrées. Et après, elle rentre dans un cycle d'alimentation pour grandir et après pour faire une future laitière. Alors, on a mis ce robot de traite pour pallier essentiellement à la main-d'œuvre. C'est-à-dire que quand mes parents sont partis à la retraite, il y avait deux personnes en moins sur l'exploitation. Et on avait une salle de traite vieillissante aussi qui n'était pas adaptée forcément pour travailler dans du confort. On s'était dit, soit on met le robot ou il n'y a plus de vaches. Bon, on a mis quand même 10 ans à pouvoir accrocher le robot. Et puis quand on l'a eu mis, eh bien, ça a été vraiment un soulagement entre guillemets d'astreinte horaire. Il faut savoir aussi que s'il n'y avait pas eu les banques aussi derrière nous, on n'aurait pas spécialement sauté le pas parce que ça équivaut à une maison, quoi. On a aussi travaillé en amont sur notre troupeau. On s'est préparé aussi sur la génétique, sur la mamelle. C'est une circulation libre, c'est-à-dire que la vache fait ce qu'elle veut. Mais le fait d'avoir une circulation libre, eh bien, on a un troupeau plus calme, on a des animaux qui se gèrent un peu comme si c'était aller faire téter le veau. Naturellement, elles ont un rythme qui se rapproche plus de la nature que traite matin et soir. On peut gagner en production, on peut gagner... on a fait des économies d'énergie, de l'eau, de l'aliment, parce que mieux gérer. On travaille vache par vache. Déjà, on a toutes les données sur l'ordinateur et du coup, on va cibler. En dessous de 200, ça va décrocher le revelé et il n'y aura pas de surtraite. C'est du sur-mesure. Alors le lait est commercialisé à une laiterie, il est collecté
tous les 3 jours. Et ce lait, il descend sur Pau, Lons, faire du lait UHT, brique, ou Montauban. Et après, nous, maintenant, on est en train de se lancer dans de la vente directe. Depuis tout temps, les gens pouvaient déjà venir sur la ferme. Et là, maintenant, on commence à commercialiser sur des marchés, sur des amas. On fait le marché Rebigou, on a fait le marché de Dame. Je pense qu'on a besoin de communiquer, que nous, on est un peu les ambassadeurs et à expliquer, à faire beaucoup de social, expliquer, communiquer. On vient faire le marché, mais vous pouvez venir sur la ferme, on vous servira. Surtout vendre comme il faut sa production, autant que ce soit le lait ou la céréale, de se tirer le salaire. Le plus compliqué, c'est ça. Après, tout ce qui est, on peut dire que les contraintes qu'on nous impose au niveau de la PAC, au niveau des voisinages, tout ça, ça devient de plus en plus compliqué à gérer. On adhère à la charte qualité. Donc en premier temps, c'est l'identification des animaux, la santé du troupeau, l'alimentation des animaux, la qualité du lait, le bien-être animal et la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. On prend l'engagement où c'est qu'au bout de 5 ans, on s'engage à diminuer notre empreinte carbone. On l'a fait volontairement, justement, déjà pour voir comment on se situait au niveau de notre empreinte carbone. La PAC 2023 va sûrement nous l'imposer. Antibiotiques, depuis qu'on a réduit le troupeau, qu'on a réduit la production, on a beaucoup moins de problèmes sanitaires. C'est un animal, donc ça se respecte. Et s'il est malade, il faut qu'on puisse le soigner. Et vos vaches, pourquoi elles sortent pas? Alors, nos vaches ne sortent pas, c'est à cause de la main-d'œuvre, du temps. Et si on avait des vaches au pré, il y a des clôtures à faire, il faut les rentrer, les sortir. En plus, en robotique, ça complique un peu plus le circuit des animaux. Le fait qu'on soit en zone périurbaine aussi, il faut gérer les gens qui promènent, les voitures, les bords de route. Donc c'est plus un aspect sanitaire et travail qu'elles ne sortent pas. Et moi, la motivation, c'est que moi j'aime ça déjà. Je suis né là-dedans et c'est un truc que je ne me vois pas faire autre chose. Donc, c'est plaisant de pouvoir apporter une alimentation saine et de voir qu'il y a du retour aussi. Ouais. Le seul retour qu'on n'a pas, c'est le salaire. Mais bon, c'est très compliqué. Et le malheur qu'il va y avoir, je pense, c'est que comment dire aux jeunes de rester dans un métier comme ça. Et il faut être motivé. L'agriculture, elle a toujours évolué, elle s'est toujours adaptée et elle s'adaptera toujours. Après, c'est à nous de s'adapter peut-être plus vite que ce qu'il faut. Mais bon, il faudra la motivation. Merci Corinne et Vivien pour ce partage. Il est à présent temps de passer à un fondamental. Parfois boudé par les enfants, pas toujours apprécié, mais présentant pourtant de larges bénéfices pour la santé. Il s'agit du légume. En France, nous en cultivons une large diversité. Pourtant, un légume que nous consommons sur 2 est importé, majoritairement de pays voisins, parfois de continents éloignés, en partie parce que nous voulons disposer de tous les légumes tout au long de l'année, ne respectant pas le cycle naturel du végétal. Pourtant, cette production forcée peut entraîner une perte de saveur et de concentration en éléments nutritifs. Ce n'est pas le choix qu'a fait Ferme Aquatique, une des rares fermes maraîchères du territoire présentant sur un même lieu plusieurs modes de production. Je laisse Damien, Rémi et Benjamin nous expliquer. Ferme Aquatique, c'est une ferme agroécologique et aquaponique située à Bellerots. Et l'idée, c'est sur 1 hectare de produire une alimentation de qualité pour le public le plus large possible. On essaie d'utiliser des techniques récentes et innovantes pour être le plus durable possible. Et on a donc trois activités de production principales. C'est le maraîchage en plein champ et hors sol, et l'aquaponie qui va arriver là prochainement. Et on a aussi des activités d'ateliers de sensibilisation pédagogique pour les jeunes et les moins jeunes qui sachent mieux d'où vient leur alimentation. Pour la partie plein champ, on a à peu près
2000 m² de maraîchage plein champ. Le but là, c'est du maraîchage agroécologique sur petite surface. Ça sera dédié aux légumes racines et aux cycles longs comme les choux, et les pommes de terre, etc. Donc le principe, c'est qu'on a des bandes de 20 mètres de long, donc c'est standardisé pour pouvoir changer l'irrigation et faire les rotations plus facilement. On essaye de faire une production diversité de légumes. On doit être sur une quinzaine d'espèces différentes à peu près. Après, dans ces espèces-là, voilà, il y a des variétés différentes aussi. On essaie de faire des mix de variétés pour qu'ils puissent découvrir et cuisiner des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de cuisiner. Donc il y a le semis, enfin, c'est la graine. Et soit il y a les semis directs, soit on fait d'abord des semis en plaques. Pour ce qui est semi-direct, c'est les carottes, les radis, ça peut être les navets aussi. Et les semis en plaques, c'est tout le reste. Après, il y a la préparation des planches. Donc on commence avec notre terre qui était à la base bien abîmée. On prépare les buttes avec une charrue rotative qui va faire une petite butte sur le côté, dessiner les jardins en même temps. Et ensuite on va greliner, passer la herse rotative qui va permettre de décompacter et permettre de faire le transplant en fait. Et on va rajouter du compost et un peu d'amendement azoté qui permet de nourrir le sol et activer la vie du sol. On part d'une terre céréalière qui a fait 40 ans, 50 ans de pratiques conventionnelles céréalières, qui est quand même assez abîmée et très pauvre en vie. Et après, il faut bien gérer l'arrosage, surtout au semis, sur les semis directs et dans la pépinière. Et un peu de désherbage aussi. Et du désherbage, beaucoup. On utilise zéro produit, zéro pesticide. Là, on n'a pas le label bio, mais on est bio, quoi. Alors derrière nous, c'est ce qu'on appelle des systèmes hydroponiques. Donc c'est des systèmes où en fait les plantes ont les racines qui sont directement dans l'eau. C'est possible parce que l'eau est oxygénée. Donc la plante a à la fois de l'eau, de l'oxygène. Et ensuite, on vient y apporter des nutriments, donc ils vont être sous forme minérale ou sous forme organique. Et c'est un circuit fermé, donc on a l'eau qui circule, qui va au niveau des racines et qui retourne à un réservoir d'eau. Il y a une pompe et l'eau circule comme ça en permanence dans le système. Ça va nous permettre d'avoir une grande économie d'eau, vu que c'est un circuit fermé, il n'y a aucune perte à part ce que les plantes absorbent et l'eau qui va être évaporée dans le système. C'est aussi des systèmes qui sont très ergonomiques, donc on peut travailler souvent à hauteur. Donc c'est vraiment très pratique, on se fait pas mal au dos. Et un autre point aussi très important par rapport au maraîchage extérieur, c'est qu'on n'a pas à désherber. Donc là c'est un gain de temps qui est vraiment très très important. Et les légumes, quand on fait la récolte, ils sont déjà propres vu qu'il n'y a pas de terre. Donc ça ne nécessite pas forcément un lavage. Donc ça c'est aussi une économie de plus en eau et en temps de travail. L'eau, donc on peut utiliser l'eau de pluie si on a des systèmes de récupération, nous ce sera le cas. C'est des systèmes qui vont être plus productifs en hydroponie en général car en fait la plante on lui apporte tout ce dont elle a besoin. Donc c'est pour ça aussi qu'elle va faire peu de racines parce qu'on lui amène tout. L'hydroponie c'est un système de production comme un autre. C'est comme en terre, on peut faire du bon et du moins bon, en hydroponie c'est pareil. Ça va dépendre vraiment de la volonté du producteur. S'il va récolter ses fruits à maturité. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est les choix variétals. Si on va travailler un hybride ou si on va travailler une variété ancienne, on a choisi de faire aucun hybride, vraiment chercher des variétés qui ont du goût, que les gens soient satisfaits de la qualité, que ce soit plein de nutriments, que ce soit bon pour leur santé en fait. Donc il y a beaucoup de préjugés sur cette technique qui est assez peu connue du public, alors qu'en fait il y a par exemple, sur la tomate, il y a 80% des tomates de supermarché qui sont faites en hydroponie. Et ça, peu de gens sont au courant. Il y a aussi un point où ces systèmes hors sol, c'est des systèmes qui peuvent justement s'utiliser sur les toits, sur des surfaces goudronnées, mais aussi sur des sols pollués, des choses comme ça qui ne sont pas cultivables en plein champ. On peut utiliser ces techniques-là le temps que les sols se régénèrent, se dépolluent, et c'est assez intéressant. Comme à l'extérieur, à l'intérieur sous serre, on veut utiliser zéro phyto, c'est l'objectif, et donc du coup on va utiliser la lutte biologique intégrée, les bons insectes qui vont attaquer les mauvais insectes. L'aquaponie, c'est une association de culture de poissons, aquaculture, et de culture végétale hors sol, donc un peu le même principe que derrière nous, et qui fonctionne en symbiose. Et donc à la fois produire sur le même site du poisson, nous ça va être de la truite,
et des légumes, essentiellement des légumes feuilles. On va avoir des densités faibles du niveau de l'agriculture biologique en aquaculture pour s'assurer du bien-être des poissons tout au long de leur vie. C'est une technique qui existe depuis longtemps. C'est comment est-ce qu'on valorise les déchets des poissons pour faire pousser des plantes. Et aujourd'hui, en circuit fermé, on arrive, grâce à ces plantes, à également épurer l'eau qui retourne aux poissons. Donc c'est une technique qui permet d'économiser 90% de l'eau dans le meilleur des cas, je dirais. L'idée, c'est quand même de créer des symbioses autant que possible et d'économiser les ressources le plus possible. Et sur Ferme Aquatique, on a fait aussi le choix d'avoir un atelier de transformation sur place qui nous permet d'abattre et de transformer sur place les truites. C'est local déjà. On les distribue principalement dans un rayon de 10 km. Le circuit de distribution, ça sera donc les particuliers qui sont autour et les restaurateurs et les grandes et moyennes surfaces comme à travers Chantier à côté. Globalement, on s'oriente plus vers tout ce qui est vente directe. Et on a des précommandes, les gens précommandent leurs légumes sur Internet et nous, on ne récolte que ce dont on a besoin. Pour être maraîcher, c'est quand même un métier qui est difficile. On travaille avec du vivant. Donc forcément, on doit être aux petits soins. C'est beaucoup d'air, c'est très physique parce qu'il y a beaucoup de travaux manuels. Quand on fait du désherbage, des fois on est obligé de bêcher, on a le dos plié. Donc il faut faire très attention aux positions de travail. Mais malgré ça, c'est quand même très dur physiquement. Il y a aussi une question d'adaptation parce que il faut travailler avec le climat, quand il pleut, quand il fait très chaud. Par exemple, on peut monter jusqu'à 45 degrés, donc c'est des conditions de travail qui sont assez dures. On est obligé de décaler nos horaires, donc on commence très tôt le matin, on finit tard le soir, on faisait une coupure l'après-midi. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter en permanence, repenser son système, voir comment on peut s'améliorer chaque jour. C'est par cette démarche qu'on arrive vraiment à avoir des systèmes qui fonctionnent tout en prenant soin de notre environnement, parce que c'est quand même une question importante aujourd'hui. Pas hésiter à aller voir les autres maraîchers et partager en fait nos expériences et les façons dont on se sort de certains problèmes. Et l'entraide, elle se fait naturellement entre maraîchers quand même. Il y a aussi tout le volet gestion administrative, gestion d'entreprise, communication, commercialisation. Donc c'est très diversifié, d'où l'importance aussi d'avoir une équipe. Ce qui n'est pas facile, c'est que c'est un travail qui est assez difficile de ce côté-là, pour une rémunération très faible. Donc que ce soit le maraîchage, mais tout le milieu agricole, on est tout juste au SMIC. C'est pas un métier facile tous les jours. Je pense que pour faire ce métier, il faut vraiment être passionné et avoir beaucoup de volonté et de résilience. Il y a cette connexion un peu avec la nature qui fait du bien tous les jours. Et quand on a des retours que les gens nous disent vos légumes sont super bons, nous on est super contents. Quand on parle d'un paysan, souvent ça a un certain côté qui peut être péjoratif, alors que personnellement je trouve que c'est un métier qui est très noble parce que l'alimentation c'est la base de tout. En fait c'est le carburant pour tous les humains. Moi j'avais besoin d'un métier qui ait du sens et dans lequel je puisse apprendre de façon infinie. Et comme je dis souvent, c'est mon acte politique pacifiste. Essayer de restructurer ce système alimentaire et voir si ça suit derrière. Et aussi beaucoup pour transférer aussi aux nouvelles générations un peu d'espoir, un peu des nouvelles méthodes de production qui doivent améliorer aussi parce qu'on n'a pas la science infuse et je pense qu'au moins ils savent qu'ils ont une alternative, ils savent que ça existe. Il y a encore du travail pour expliquer aux gens quelle est la valeur réelle des aliments qu'ils consomment. Est-ce que le plus important pour les gens, c'est d'avoir des écrans plats à 1 500 € et des téléphones à 800 €, ou est-ce que c'est de payer 50 centimes de plus son kilo de courgettes? Et puis on l'a bien vu dans cette période de crise sanitaire aussi, on ne peut pas compter que sur des importations et c'est vraiment là, tout le monde est venu dévaliser le local. Et pour qu'elles existent, ces unités locales, il faut pouvoir les faire vivre toute l'année, ils ne peuvent pas être là quand il y a une crise. Malgré tout, avec le changement climatique et les changements climatiques qui s'annoncent, ça risque d'être une solution importante pour que tout le monde puisse continuer à avoir accès à une alimentation. Le jour où il n'y a plus d'énergie fossile pour faire marcher les tracteurs, les camions de transport, ça va vraiment bouleverser énormément notre mode de société. Et donc là, il va falloir s'adapter et donc trouver ces modes de production, de commercialisation qui répondent justement à ces problématiques. Tout d'abord, avec grande satisfaction, je pense que déjà nous allons gagner un circuit court avec des produits de qualité et un coût vraiment dérisoire par rapport à ce que l'on peut trouver.
les gens vont s'y retrouver. Ils sont à côté, ils peuvent choisir et ils ont des produits français sans aucune difficulté. Et dès la rentrée, donc par rapport aux familles en difficulté, nous allons mettre en place un panier garni, fruits et légumes, que Ferme Aquatique va nous faire des dons. Et ça pourra améliorer le quotidien de ces familles-là. Merci à vous pour ce partage et petite pensée à Olivier qui n'a pas pu participer au tournage. Pour terminer ce voyage, nous allons entreprendre une ultime immersion chez Mathilde et Yann, exploitants agricoles pratiquant l'agroforesterie. Il s'agit de favoriser les synergies entre les activités agricoles intégrées au cœur d'un écosystème en valorisant ses potentialités tout en contribuant à sa préservation. Je ne vous en dis pas plus, Mathilde, la parole est à toi. Bonjour, je m'appelle Yann, je suis producteur de grains et de biomasse. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis éleveuse de volailles, de chèvres et de poules pondeuses en vente directe, principalement dans la zone Sicoval. Nous sommes le GAEC Bakou. Nous avons la fierté de faire partie de ces agriculteurs qui, pour produire mieux, utilisent les fonctionnalités de la nature, du vivant, et passent de l'outil mécanique à l'outil végétal, en utilisant des couverts végétaux et des successions de cultures pour enrichir et structurer le sol. Ils plantent des arbres pour mieux préparer l'avenir, créent et entretiennent des écosystèmes et des paysages. Réintroduisent l'élevage dans des exploitations céréalières pour créer des complémentarités, des écosystèmes et aussi des emplois. À notre mesure et à notre rythme, nous faisons partie de cette armée de l'ombre d'agriculteurs en quête d'autonomie, engagés pour les sols, le climat, la planète et votre équilibre nutritionnel. On est des entrepreneurs du vivant. Cela me va beaucoup mieux que producteur ou exploitant agricole. Ce sont des notions beaucoup trop réductrices. Notre travail, c'est de participer à la création et à l'entretien des écosystèmes. On collabore avec la nature, on utilise ses potentialités pour se nourrir et surtout on la protège. On en prend soin en tant qu'héritage de nos enfants. Cela va plus loin que le simple acte de production et surtout, ce n'est pas une industrialisation, une technocratisation du vivant. Surtout avec des pratiques agroforestières. Quand on plante des arbres, il y a aussi une dimension créative, esthétique. Le monde agricole, c'est un monde à part, avec sa propre sécu, son propre ministère. Il n'est pas lié au reste. C'est aussi une relation au travail particulière, surtout dans notre société qui promeut le chômage de masse et les plaisirs de la surconsommation. Acheter, jeter, renouveler. La société n'est pas tendre avec nous quand on parle de temps de travail, de vacances. Elle nous plaint. Et moi je lui réponds. À quoi tu occupes ta vie? À chiller devant Netflix avec un Starbucks? Et Confucius dirait aussi, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est en conséquence aussi un mode de vie, une passion qui peut être dévorante, tant d'un point de vue financier par les capitaux qu'elle demande et qu'on peut y engloutir, tant d'un point de vue temporel par le temps qu'on y passe. Quand on n'a pas de main-d'œuvre familiale sous la main, il faut être extrêmement organisé pour s'en sortir financièrement. Il faut être innovant, rigoureux et plein d'énergie. L'intérêt, c'est aussi qu'on met une valeur financière sur notre travail, sur ce qu'on réalise. Quand je vends un œuf 30 centimes et que je sais tout le travail et les investissements qu'il y a derrière, eh bien je me dis que ce n'est pas cher, que c'est mon juste prix. Nos poulets vivent en moyenne 110 jours, soit un mois de plus que dans le cahier des charges label rouge ou à bio. Cela fait un mois de plus à occuper un bâtiment et à manger beaucoup, et cela coûte plus cher. Ce mois en plus, ce temps en plus, est pourtant nécessaire pour faire une viande de qualité et un gros poulet bien festif. Avec le sacrifice d'un animal, on nourrit ainsi plus et mieux. En élevage, comme dans beaucoup d'autres domaines, le temps est gage de qualité. Au moins, avec notre système de vente directe, le prix que le consommateur paye va directement et intégralement à nous et nos projets. Pas aux marchands, ni à un appareil technocratique. Il y a plein de formes d'agroécologie. L'agriculture biologique normée par un cahier des charges en est une, mais pas que. La bio, c'est un cadre dont on s'est largement inspiré pour construire la basse-cour et pour travailler les terres dont on a la responsabilité. Comme tous les cadres, on les prend, on les retourne pour les analyser et on les accroche pour qu'ils nous aspirent. Mais on ne rentre pas dedans, car les cadres, c'est antinomique d'une démarche agroécologique qui demande un pilotage du vivant dans son ensemble. Aucun des systèmes agroécologiques n'est parfait. L'agriculture est polychrome et est le reflet de projets de personnes, de stratégies entrepreneuriales. Il faut chercher l'union autour d'objectifs communs, plutôt que la stigmatisation, le dogme. Être éleveur, c'est passer un deal, un contrat avec l'animal. On lui offre la meilleure vie possible et en échange, il nous offre sa vie pour qu'on se nourrisse, qu'on se construise. Je dis souvent à mes clients qu'on a pris soin du poulet pendant toute sa vie et que donc maintenant, c'est à eux d'en prendre soin, d'en tirer le meilleur autour d'une bonne tablée. L'animal, on l'a aimé toute sa vie et même après. C'est comme ça qu'on arrive à retrouver les énergies du vivant en nous. Dans une démarche agroécologique,
L'animal a sa place dans l'écosystème dans lequel il évolue. C'est grâce à sa présence que les arbres ont été plantés et ils s'entraident. Les arbres en faisant de l'ombre et des fruits, l'animal en faisant du caca qui fait pousser la prairie, dont dépend aussi son confort. Il vit en exprimant ses besoins physiologiques. Grattage, reproduction, perchage, ils font la course aussi. Quand on est éleveur aussi, la mort fait partie de notre quotidien. On sacrifie des animaux toutes les semaines volontairement. On n'est pas dans le déni de la mort. Elle fait juste partie des cycles qu'on a mis en place dans l'écosystème créé. Et plus l'écosystème est riche en diversité, alors moins il y a de place pour les parasites et les maladies. De toute manière, la vie est brève et elle mérite qu'on la vive avec intensité. On vit dans un monde en crise socioculturelle car la technologie et la logique financière ne cessent de progresser pour toujours mieux dominer l'homme. En conséquence, la société s'est éloignée de la nature et du travail. D'où un décalage profond entre le monde agricole et le reste du monde, qui a des fantasmes du type Martine à la ferme. Monsieur Tout-le-Monde a aussi un avis sur le monde agricole, mais ne fait pas forcément le lien avec ce qu'il y a dans son assiette. Il y a aussi une perte de lien entre agriculteurs, aussi une érosion inquiétante des actifs agricoles, aussi des réglementations dans tous les domaines qui s'avèrent souvent inadaptées et très dures, voire même impossibles à appliquer. On croule aussi sous les tâches administratives qui en rajoutent à la charge mentale. On vit aussi une crise énergétique et climatique qui nécessite d'adapter nos pratiques pour être plus résilients. Tout est lié, l'énergie des machines, comment l'économiser, comment la produire à la ferme. Le cycle de l'azote, avec la question de l'utilisation des engrais, le pouvoir des plantes fixatrices d'azote, le recyclage des excréments des animaux et des hommes, l'alimentation en protéines des animaux et des hommes. Est aussi en jeu le cycle du carbone, avec la question des gaz à effet de serre et de leur séquestration dans la biomasse et les sols. Ce qui me tient à cœur, moi, ça serait d'en finir avec la déforestation importée. Il y a des millions de tonnes de soja OGM importées par an en France pour nourrir les poulets que l'on retrouve dans les paellas des fêtes de village, les rôtissoirs des marchés de plein vent, les buffets des collectivités. Et pas que pour nourrir les poulets, aussi les porcs, mais aussi les vaches. En filière longue, mais pas que. Et l'affichage des produits contenant des OGM reste une sombre histoire de lobby. Les enjeux liés à cette déforestation importée sont climatiques, énergétiques, sociaux, aussi commerciaux. En l'état, cela nous met, nous, les pays importateurs, en situation de dette écologique et sociale au regard des pays producteurs, et cela creuse les inégalités de répartition de richesses ainsi que les problèmes environnementaux. Elle tue des enfants qui ne sont pas nés au bon endroit et sur lesquels des canadaires défersent des quantités néfastes de glyphosate pour que le soja transgénique qui nourrit les animaux élevés en France coûte encore moins cher, même après avoir traversé les océans. Elle tue aussi des enfants d'ici, élevés à coups de malbouffe, facile et pas cher, qui entraînent des problèmes de santé divers et importants, le cancer, l'infertilité, l'obésité, des malformations. Elle tue aussi de la biodiversité dans une forêt légendaire, des richesses encore méconnues données par Dame Nature, car l'importation de soja transgénique est gourmande en toujours plus de terres et contribue à la déforestation. Elle tue aussi la souveraineté alimentaire de l'Amérique latine, car l'importation de soja transgénique ici est un frein au développement de filières nourricières là-bas. Définitivement, les agriculteurs qui respectent les normes agro-environnementales françaises et européennes, et donc la demande sociétale peut-être, ne peuvent pas être compétitifs sur ce marché mondial. Tout est lié, la souveraineté alimentaire et l'interdépendance entre les territoires. Avec d'autres éleveurs de volailles, on réfléchit depuis peu à la mise en place d'un atelier collectif de transformation de nos produits. Un abattoir, une salle de découpe et une cuisine partagée en gros. Cet atelier serait ouvert à d'autres producteurs, par exemple des maraîchers, et ensemble, on pourrait produire du poulet basquaise et le livrer dans les cantines. Le projet du moment qui me tient peut-être le plus à cœur, c'est la création d'une ferme ludopédagogique sur le site de la Basse-Cour, à destination de différents publics, avec une salle de cuisine pour réapprendre à cuisiner. Dans 10 ans, cela fera 15 ans qu'on aura planté les arbres de la Basse-Cour du Bois Gourmand, et j'aurai 52 ans. J'espère que ces derniers auront bien poussé, car le temps des canicules à répétition sera encore plus présent. J'espère aussi qu'on aura planté encore plus d'arbres pour le confort de tout le monde, et qu'avec les projets qu'on commence à mettre en place aujourd'hui, on aura tissé des liens durables avec les collègues et les consommateurs. Cette année, on a prévu de planter 1 km de haies pour border les champs dont on a la maîtrise du foncier. On a 2 petites filles de 9 ans et 7 ans. Ce qu'on leur transmettra de plus tangible, j'espère, ce sont des valeurs. J'avais 23 ans en 2002, quand le président Chirac a proclamé « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». En 2021, quelques 20 ans après, on n'a fait qu'empirer les choses. On a fait qu'empirer les choses et à l'heure actuelle, certaines conséquences des actes de nos sociétés sont irréversibles. Et, sauf si Thomas Pesquet en trouve une très rapidement, nous n'avons pas de planète B. On ne peut pas retourner en arrière, mais devant l'ampleur des dégâts et des tâches à accomplir,
On est obligé d'en prendre conscience et de prioriser les choses, en sachant aussi que le processus de destruction est déjà bien avancé. Chacun de nous peut, en conscience, faire quelque chose. Planter des arbres, manger moins de viande, mais mieux, acheter l'essentiel pour durer, mais pas l'emballage. Tout simplement vivre, manger, consommer en conscience. Ce ne sont que des exemples, mais ils sont à la portée de tous. En France, on a de la chance. On a encore une agriculture, des agriculteurs. Mais pour combien de temps? On est aussi à la croisée des chemins. Veut-on une agriculture folklorique ou une agriculture nourricière? Le message envoyé aux agriculteurs n'est pas si clair. Il est souvent simpliste, dogmatique et fustigeant. Pourtant, depuis l'après-guerre, l'histoire du monde agricole est plus que riche de défis relevés, de coopération. Au top, mais le top est dépassé. Aujourd'hui, le monde agricole subit le revers de sa médaille, et surtout la population locale s'est éloignée de lui et de ses réalités naturelles et d'entreprise. Ce lien qui est rompu, pour le recréer, il faut aussi que la société accepte de regarder sa poutre au lieu de tout le temps juger de la paille du monde agricole. Les 10 prochaines années seront déterminantes pour l'avenir et deux choix s'offrent à la société d'aujourd'hui. Soit on y va maintenant, pour de vrai, on réapprend à aimer la terre et à travailler avec elle et pour elle, soit on n'y va pas, on continue à niquer la planète dans un esprit d'irresponsabilité joyeuse. On a encore le choix de faire des choix éclairés et courageux pour l'humanité. La seule urgence, c'est la prise de conscience, la quête du sens. Et comme dirait mon ami Jean-Claude Van Damme, s'il y a 8 milliards de personnes qui font chaque jour une bonne action, on peut sauver les choses, inverser la tendance. On y va. Et c'est sur ces paroles que l'immersion s'achève. Nous avons pu entrevoir le quotidien de ces personnes qui nous nourrissent, et il y en a d'autres sur le territoire. La question agricole est complexe et fait face à des enjeux conséquents. En tant que consommateurs et maillon final du système alimentaire, nous avons une responsabilité dans ce système vital qui nous permet de manger. Prenez soin de vous, prenez soin du vivant, et bon appétit bien sûr. J'ai été profondément touchée par ce que je venais de découvrir. Moi qui mange pourtant 3 fois par jour et qui suis incapable de faire pousser quoi que ce soit, j'étais complètement déconnectée de mon alimentation et loin d'en imaginer le coût réel. Maintenant je sais qu'elle est le fruit d'un fervent travail d'exploitants qui se donnent tant de peine pour nous nourrir, pour une si faible considération et rémunération. Je sais aussi que la profusion de nourriture dont je peux bénéficier est le fruit d'un épuisement des ressources naturelles et qu'elle est en grande partie responsable du contexte climatique brûlant dans lequel on est plongé. Doit-on saigner la planète pour continuer à manger? Je ne pense pas, non. Et ce n'est pas du seul ressort des agriculteurs. Qui suis-je, moi, pour les juger, sans remettre en cause ma propre alimentation? Aujourd'hui, j'ai envie de crier au monde entier de se réveiller, parce que la planète brûle, mais ce n'est pas une fatalité. À chaque fois que nous mangeons, nous choisissons. Nous choisissons d'engraisser des multinationales qui bafouent le droit humain, environnemental et dénué de toute éthique envers le vivant, ou de soutenir des producteurs responsables et consciencieux qui se battent au quotidien. Que dirons-nous à nos enfants si nous n'avons plus rien à manger? Désolé, je n'ai rien fait pour améliorer les choses et c'est toi qui en payes les conséquences. Notre avenir et celui de nos enfants, c'est maintenant que nous le créons. Et comme nous avons pu le vivre, les catastrophes sont plus proches que nous le pensons. Bref, comme dirait Kenny Arcana, arrivera ce qui arrivera, mais c'est maintenant qu'on doit se poser les bonnes questions. Et améliorer le monde, c'est arrêter de faire de son petit moi-je une obsession. Il est plus que temps de se tourner vers l'essentiel, d'ouvrir les yeux et d'y aller. Alors rêvons grand, commençons petit, agissons maintenant. Ça va les filles? Ça va et toi? Ça va? Ouais, j'ai vécu un truc intense là, je vous jure, j'ai appris plein de choses. C'est vrai? Dites-moi, vous savez comment c'est fait votre nourriture? Non, pas spécialement. Pourquoi? C'est quoi?
une des rares fermes maraîchères. Vous savez comment c'est fait votre nourriture? Non, pas spécialement. Mais c'était parfait! Allez, pow! Allez, pow! Allez, pow! Les minéraux du sol. Il faudrait se... le manger, je peux pas y arriver. Oh, c'était parfait! Certaines conséquences. J'ai cru qu'il y avait plus de nourriture. Attention, virage! Ah!